Bonjour à tous. Oula, c'est très impressionnant. En plus, je ne pense pas qu'il y aurait autant de monde. Donc voilà, bon, je m'appelle Maxime Lelon, je suis fondateur et rédacteur en chef d'un jeune média qui s'appelle 8e étage, qui est un magazine numérique d'information qui fait du grand reportage à l'international sur des sujets qui ne sont pas traités par les médias traditionnels. Voilà, notre baseline, c'est différencier l'information de l'actualité. C'est beaucoup de mots pour dire que on laisse les médias traditionnels traiter l'actualité et puis nous, on s'occupe des sujets qui sont un peu laissés à la marge. Alors pourquoi on a décidé de faire ça? En fait, on a tous, autant qu'on est à 8e étage, travaillé dans des grands médias et ce dont on s'est rendu compte, c'est que on était obligé finalement de traiter l'actualité à chaque fois qu'on proposait un sujet à nos rédacteurs en chef qui était un peu hors des sentiers battus. On nous disait ouais, c'est un super sujet, mais écoute, déjà écrit sur Leonarda, écrit, parce que à cette époque c'était ça, écrit sur les derniers événements en Syrie, et puis voilà, si tu as du temps à la fin de la journée, tu pourras commencer ce sujet-là. Puis évidemment, à la fin de la journée, on n'avait plus le temps, et puis en plus, notre rédacteur en chef était plus intéressé par le sujet. Donc voilà, on s'est dit, il y a plein de sujets comme ça, hyper intéressants, et notamment qui se passent dans le monde, dont on ne parle pas dans les médias tradis parce qu'on n'a pas le temps. Parce que pour les médias tradis, le but, c'est l'actualité tout le temps. Donc voilà. Et nous, on a fait un choix. Donc on est membre du SPIL, c'est le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne. C'est un syndicat qui a été qui a été fondé à la base par Mediapart et Arrêt sur Image. Et on est membre de ce syndicat parce que pour nous, l'indépendance, c'est hyper important. On est 100% financé par nos lecteurs, on n'a pas de publicité. Du coup, on s'amuse un peu avec ça puisqu'on encourage tous nos lecteurs à activer AdBlock parce que nous, on s'en fiche. Donc voilà, on prend un peu le contre-pied par rapport à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le choix, on n'a pas décidé d'être indépendant pour ça, mais on s'est rendu compte que l'indépendance, ça pouvait être aussi un argument marketing. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous dérouler un peu mon petit speech. Et puis évidemment, après, il y aura quelques questions qui seront les bienvenues. Donc voilà, j'imagine que vous êtes beaucoup ici à vous intéresser à l'actualité des startups. Et si c'est le cas, difficile de passer à côté des levées de fonds toujours plus spectaculaires qui ponctuent cette actualité. Voilà, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous connaissez AB Tasty, c'est une startup qui... Il y a un tout petit peu de Larsen. C'est une startup qui a levé 17 millions de dollars lors de son 3e tour de table. Quelques jours avant elle, Sweet Inn, le Airbnb du luxe, levait 20 millions d'euros. Donc voilà, ça fait rêver, des montants comme ça, 20 millions d'euros. Vous, si vous leviez 20 millions d'euros pour votre entreprise, pour votre start-up, qu'est-ce que vous feriez avec? Eh ben, vous achèteriez un baby-foot et des consoles vintage, comme toutes les start-up évidemment. Sauf que vous vous en doutez, 20 millions d'euros, ils ne tombent pas du ciel comme ça. La plupart du temps, quand vous levez des fonds pour une start-up, c'est contre une partie du capital et puis parfois contre un siège au conseil d'administration de votre entreprise. Donc souvent, et je vous le souhaite, vos actionnaires ils seront bienveillants. S'ils siègent au sein de votre entreprise, ce sera avant tout pour vérifier que vous ne dilapidez pas leur mise de façon inconsidérée. La plupart du temps, les personnes qui souhaiteront investir dans votre start-up le feront parce qu'ils croient en vous et parce qu'ils ont bien compris l'économie dans laquelle ils investissent. À savoir, parce que c'est ça l'économie start-up, je mise sur un projet, voire sur plein de projets qui ont 1000 raisons de se planter. Mais si par chance l'entrepreneur réussit, je gagne gros. Alors, évidemment, c'est pas que pour ça que les investisseurs investissent dans les startups. Et je vous apprendrai rien en vous disant aussi que certains actionnaires ne seront pas aussi bienveillants et au courant de la manière dont fonctionne l'économie start-up, ou pire, ils sauront exactement comment elle fonctionne et voudront donc en profiter. Voilà, si vous êtes lancé dans la livraison de petits plats à vélo, vous connaissez sûrement une histoire qui est tristement connue, c'est celle de Take It Easy, qui a fait les frais, on va dire, de cette économie start-up. Voilà, parce que s'il y a une règle d'or, à mon avis, quand on se décide à faire appel à des investisseurs, je pense que c'est celle-là. Vous vous apprêtez à vous entourer de personnes qui placeront toujours leurs intérêts avant les vôtres.
Et c'est notamment pour ça que dans les médias, l'univers que je connais le mieux, puisque c'est celui dans lequel j'évolue, dans les médias, on évite de foncer tête baissée dans la jungle des investisseurs. La majorité des créateurs de nouveaux médias se financent via le crowdfunding ou alors en equity. En tout cas, ils sont rares à chercher à tout prix un investisseur qui leur permettra de se lancer. Pourquoi? Parce qu'un média d'information vend avant tout de la confiance. Il vend à ses lecteurs la garantie que ses articles sont objectifs et qu'ils parleront de tout ce que les lecteurs doivent savoir. Imaginons que le principal investisseur d'un média soit, je ne sais pas moi, propriétaire d'un des principaux réseaux télécoms du pays, et que demain, un des employés de cette entreprise, parce que malheureusement c'est déjà arrivé en France, se suicide sur son lieu de travail. Comment sera traitée l'info dans le média? Voilà, ça c'est une vraie question, et c'est une vraie question qui est au centre de l'indépendance. Comment on gère dans un média les conflits d'intérêts entre le propriétaire du média et le devoir d'informer? Par exemple, quand j'étais étudiant en école de journalisme, j'ai fait un stage aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Donc, les Dernières Nouvelles d'Alsace, c'est un quotidien de presse régionale qui appartient au groupe EBRA. Le groupe EBRA, c'est un groupe de PQR dans l'Est de la France qui est détenu par Michel Lucas, PDG du Crédit Mutuel. Et parmi mes prérogatives, il fallait tous les jours que je mette en page les articles pour qu'ensuite ils partent à l'impression. Et un jour, je me retrouve avec 2 articles à mettre en page. Un sur le bureau de poste de la commune dans laquelle je travaillais qui avait brûlé, enfin il y avait eu un incendie pendant la journée, et un article sur une tombola organisée dans une maison de retraite par le Crédit Mutuel. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du concept de hiérarchisation de l'information, mais en gros, c'est un concept qui veut qu'on mette en haut, qu'on mette en premier l'information qui a le plus d'importance, et ensuite celles qui ont un peu moins d'importance. Donc évidemment, même si j'ai rien contre les tombolas, je mets l'article sur l'incendie du bureau de poste en haut de la page. Je verrouille ma page, je passe aux autres, etc. Et puis avant de partir de la rédaction, je refais un tour, et là, surprise, la mise en page a été modifiée sur cette page en question. Je la déverrouille, je remets les articles dans le bon ordre, je reverrouille, j'éteins mon ordinateur, et là, je reçois un coup de fil de quelqu'un que je ne connais pas, à la rédaction en chef des DNA à Strasbourg, et qui me dit « Tu joues à quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Pourquoi tu as déverrouillé la page que j'avais modifiée ?» Je dis parce que moi, j'avais décidé d'une hiérarchie, et visiblement, elle avait été modifiée. Donc, en fait, je pensais que c'était un bug. Alors, je savais très bien que ce n'était pas un bug, mais j'ai essayé de jouer un peu l'imbécile. Et il me dit non, non, ce n'est pas un bug, c'est moi qui ai décidé comme ça parce que les ordres viennent d'en haut. » Voilà comment ça s'est passé. Le lendemain, dans le Canard, il y avait évidemment super article de tête avec en photo d'illustration un stylo Crédit Mutuel. Voilà. Cette courte anecdote pour vous dire que c'est pour cette raison qu'il est indispensable pour des médias qui se veulent objectifs et pour des journalistes qui veulent faire leur travail la tête haute, d'être indépendants. Cette indépendance, elle est d'autant plus importante que le secteur des médias est en difficulté, ça je ne vous l'apprends sûrement pas, parce que quand un secteur cartonne à tous les niveaux, quand il y a plus de demandes que d'offres, alors les investisseurs sont un peu moins intrusifs parce qu'ils ont moins de chances de perdre leur argent, il y a moins de risques pour eux. Le problème, c'est que la transition numérique, la nouvelle manière dont les jeunes ont de consommer l'info, l'apparition de l'infotainment ont poussé les médias à se réinventer, et quand ils n'y arrivent pas, ça casse. Alors là, je vais vous lire une petite énumération triste, mais c'était la réalité du paysage médiatique en France en janvier 2017. 98 journalistes sur 120 ont quitté iTélé, 38 postes de journalistes vont être supprimés à l'Obs, 60 journalistes vont quitter Le Parisien, un tiers de la rédaction de Wolters Kluwer, presse professionnelle, va disparaître. La Voix du Nord a annoncé la suppression de 55 postes de journalistes, les effectifs de Nice Matin continuent de baisser, la Marseillaise est en liquidation judiciaire, le rachat de l'Express a engendré la suppression de 200 postes, le groupe Lagardère prévoit de licencier 224 journalistes. Donc ça, c'est la manière dont la journaliste de France Inter, Sonia De Villers, qui tient la chronique Instant M tous les matins sur France Inter, a ouvert sa chronique un matin de janvier dernier. Parce que le souci dans la presse,
c'est qu'il existe un vrai cercle vicieux. L'étape 1, c'est le média perd de l'argent parce qu'il n'arrive pas à s'adapter à l'évolution du secteur. L'étape 2, c'est l'actionnaire majoritaire, souvent un industriel qui a fait fortune dans un secteur, tente de redresser la barre du média parce qu'après tout, s'il a réussi à faire fortune en pillant les ressources énergétiques du continent africain, il ne devrait pas avoir trop de mal à redresser un vulgaire média. Donc ça aussi, on pourra en discuter longuement. Hein. Une entreprise de presse, ce n'est pas une entreprise classique. Étape 3, cet industriel s'implique donc dans les décisions stratégiques en appliquant aux médias les formules qui ont fonctionné pour son business ou qui fonctionnent dans la majorité des business. Donc voilà, exemple, diversifier l'offre en faisant de Libération, par exemple, une marque forte et branchée, avec potentiellement Libération comme organisateur d'événements, café culturel, littéraire, etc. Augmenter le volume de vente. On voit ça surtout sur le web, on veut faire du clic, alors on fait du buzz. Et puis, il faut faire des économies, du coup, on diminue les effectifs, donc la qualité du produit, et en espérant que le consommateur ne le verra pas trop. Et l'étape 4, c'est le problème, c'est que le consommateur, il le voit. La marque auquel le lecteur est attaché n'a plus rien à voir avec ce pourquoi il l'aimait. La baisse de la qualité, la stratégie de faire du buzz éloigne le lecteur. Bref, la confiance a été brisée. Résultat, l'abonné se désabonne, l'entreprise perd un client et donc un peu plus d'argent, et hop, on retourne à l'étape 1 et c'est reparti. Et ce qui est triste, c'est qu'il a fallu qu'il y ait vraiment de la casse pour que l'indépendance devienne une priorité dans les médias. Parce qu'en 2008, il n'y avait que Mediapart et Arrêt sur Image qui faisaient de l'indépendance un argument fondateur de leur entreprise de presse. Vous connaissez peut-être le slogan de Mediapart, « Il n'y a que nos lecteurs qui peuvent nous acheter ». Le succès de Mediapart et Arrêt sur Image ont motivé beaucoup de nouveaux médias à se lancer. Et pour la plupart, l'indépendance était un véritable argument marketing. Un moyen de dire « on ne fera pas les mêmes erreurs que les autres, on ne se fera pas manipuler comme les autres, vous pouvez nous faire confiance. » Voilà. Je ne vous surprendrai sûrement pas en vous racontant que parmi ces nouveaux médias, très peu sont vraiment indépendants. Et d'ailleurs, Mediapart l'était-il vraiment à son lancement ? Pour ceux qui ne le savent pas, et je me rends compte au fil des mois que peu de gens le savent en fait, parmi les premiers actionnaires de Mediapart, on comptait Xavier Niel et Maurice Lévy, PDG de Publicis. Alors voilà, en raison des dégâts provoqués par l'investissement massif d'industriels dans les entreprises médias, l'indépendance est devenue, depuis 2015, un argument marketing massu. Et ce n'est pas moi qui ai choisi de fonder un média 100% financé par ses lecteurs qui vous dira que c'est une mauvaise chose. Donc voilà, donc j'ai beaucoup parlé des médias, et peut-être que ça ne concerne pas beaucoup de monde ici, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire le lien avec la tech dans très peu de temps. On l'a dit, on l'a démontré en comptant le funeste destin de certains médias français. Si l'indépendance est aussi importante dans la presse, c'est parce qu'elle garantit le lien de confiance entre les lecteurs et le média. Et alors là, je m'adresse à tous les gens qui ont lancé ou qui bossent dans des entreprises qui ont pour vocation d'héberger de la data ou de travailler avec les données personnelles de leurs utilisateurs, en faisant de la recommandation ou de la publicité ciblée, ce genre de choses. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi de la confiance que vous vendez ? Moi, personnellement, j'en suis convaincu, mais alors là, il y a deux discours qui s'opposent, et je ne suis pas ici pour vous expliquer que l'un a raison ou que l'autre a tort. Certains entrepreneurs estiment que l'utilisateur sera rassuré de savoir que la start-up dont il utilise les services est backée par un investisseur important. Il se dit que si l'investisseur a fait confiance aux start-upers, c'est que l'idée est bonne et qu'en cas de pépin, surtout en cas de pépin de financement, parce que c'est le plus gros risque pour une start-up, l'investisseur est là comme filet de sécurité. L'autre discours, et surtout dans un climat de méfiance comme celui actuel, c'est de dire que quand on utilise les services d'une start-up, finalement, on passe un contrat avec la start-up et pas avec ses investisseurs. Imaginons que demain, un nouvel acteur de messagerie mail arrive sur le marché. Moi, qui suis anti-Google, imaginons, je serais ravi par cette nouvelle offre qui me donne une alternative à Gmail. Sauf qu'au bout de quelques mois, je lis sur Challenge, par hasard, au détour d'un article, que Google a racheté 51% du capital de cette start-up sans que j'en sois informé, alors que je suis un des premiers utilisateurs de ce service. Eh bien, je me sentirais trahi.
Donc je ne suis pas là pour vous donner une leçon sur l'indépendance et le danger des actionnaires. Je suis juste là pour... enfin, mon objectif aujourd'hui, c'est juste de vous expliquer vous raconter ce qui s'est passé dans la presse, la manière dont les mentalités et la vision du financement a évolué depuis quelques années à cause des mauvaises expériences de certains médias, et pour vous faire prendre conscience que l'indépendance peut être également une valeur importante dans la tech, et qu'elle peut même vous servir d'argument marketing. Voilà. Et je me rends compte que je suis allé très vite. Donc on va pouvoir faire plein de questions-réponses, ça va être formidable. Voilà, c'était mon petit avis à moi sur l'indépendance et sur ce qu'elle peut apporter dans le secteur de la tech. Oui, merci. Je voulais savoir, par rapport à votre modèle d'affaires, vous n'en avez pas parlé beaucoup, comment ça fonctionne, comment vous réussissez à être indépendant. Alors, nous, on a fait... Je vais commencer comme ça. Nous, on a fait une erreur. C'est pas grave, il faut aussi être fier de ses erreurs de temps en temps. Nous, on considérait à la base qu'on avait 2 lectorats potentiels. On estimait qu'on avait les gens qui étaient bien informés, qui étaient intéressés par l'information et qui voulaient en savoir plus, qui voulaient aller plus loin, qui voulaient entendre parler de choses qui se passent à l'autre bout du monde et qui ne lisaient pas ailleurs. Et on pensait qu'on avait aussi, comme lectorat potentiel, les gens qui étaient blasés par les médias traditionnels, qui en avaient marre du suivisme, qui en avaient marre justement, qui passaient leur temps à dire tous pourris, les médias sont tous les mêmes, ils sont contrôlés, la finance et tout ça. Et donc en fait on s'est dit c'est bien, ça nous fait un lectorat potentiel qui est assez large. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va devenir un média 100% financé par nos lecteurs à prix libre, avec un prix minimum très faible. Donc on était sur abonnement à partir d'1,50 € par mois, et les gens mettaient plus s'ils voulaient. En fait, quand on arrive sur la page d'abonnement, il y a un petit curseur et on pousse si on veut mettre un peu plus. Et on expliquait, on avait tout un discours pour dire que si vous mettiez plus, vous n'alliez pas recevoir de parapluie ou d'agenda électronique estampillé 8e étage, mais vous auriez juste la satisfaction de vous dire que vous aidez un média indépendant et des jeunes journalistes, etc. Alors là où on s'est trompé, c'est que la première catégorie la deuxième catégorie de lecteurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ceux qui sont blasés par les médias traditionnels, en fait, ils ne payent pas. Ils ne payent pas parce qu'en fait, ils sont très contents de dire que les médias sont tous pourris, ils sont très contents de voir qu'il y a un nouveau média qui s'est lancé, qui est indépendant, etc. Mais en fait, ce sont des gens qui... vous savez, c'est un peu comme les gens qui croient, qui sont adeptes des théories du complot. C'est-à-dire que si vous leur mettez sous les yeux les preuves que cette théorie du complot est fausse, ils auront l'impression qu'en fait ce n'est qu'une preuve supplémentaire que vous avez été manipulé par le complot et que... Donc voilà, les gens qui ne lisent pas la presse traditionnelle ne lisent pas non plus la presse de niche. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on était une presse de niche, que notre lectorat était seulement un lectorat de gens qui étaient informés et qui voulaient en savoir plus. Et ce lectorat-là, c'est un lectorat qui est prêt à mettre la main à la poche pour lire des reportages de qualité et qui sont prêts à mettre beaucoup plus qu'1,50 € par mois. Donc, il y a quelques semaines, on a fait évoluer notre modèle économique et on est passé à des abonnements un peu plus chers. Et en fait, ça marche vachement bien. Et on a même des lecteurs qui nous ont écrit pour nous dire que avec nos tarifs d'avant, ils n'y croyaient pas en fait. Ils pensaient que si c'était pas cher, c'est que c'était de la mauvaise qualité. Donc voilà comment nous on fonctionne. On n'a pas de publicité, on n'a pas d'actionnaires et on est 100% financé par nos lecteurs. On en a 1000, un peu plus de 1000 maintenant.
C'est comme une sous-question, en fait. Bravo pour ça, parce que je vois souvent des modèles comme ça qui réussissent pas justement à bâtir leur audience. Ils ont vraiment de la bonne volonté, même du bon contenu, mais ils réussissent pas à le faire connaître, là. Fait que ma sous-question, c'est comment vous avez réussi justement à bâtir votre audience, puis c'est quoi vos stratégies plus marketing, parce que c'est ça, il faut passer le mot, puis il faut aller rallier l'audience, là. Alors, nous, la stratégie qu'on a choisie, c'est que, en fait, on a eu l'idée de monter un média en octobre 2013 et on a lancé le média en mars 2014. C'est-à-dire qu'entre le germe de l'idée et le lancement, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Et, et en fait, la première version du 8e étage, c'était un WordPress, tout ce qui est plus basique. On avait mis en place un système d'abonnement, mais avec des prix sortis du chapeau parce qu'on avait regardé ailleurs ce qui se faisait. On s'était dit, bon, voilà, on va faire ça. Il y avait de la pub. C'était vraiment un labo pour voir un peu comment les lecteurs allaient réagir. Alors, il y avait des abonnements, mais il n'y avait pas de contenu réservé aux abonnés. Enfin, bon, c'était vraiment n'importe quoi. Mais on s'est dit, en fait, parce qu'à l'époque où j'ai lancé 8e étage, j'ai rencontré à Paris un, un journaliste qui s'intéresse énormément aux nouveaux médias et qui m'a fait rencontrer une jeune journaliste qui était en train de lancer un média aussi. Et je lui disais, ah, mais c'est génial, mais du coup, c'est prévu pour quand, vous? Et elle me disait, ah, mais nous, je pense qu'on va se lancer là dans un an et demi. Je lui disais, quoi? Mais ça fait combien de temps que vous planchez sur le projet? Oh, bah, ça fait déjà 2 ans. Je disais, mais faudrait peut-être y aller à un moment, parce que nous, notre but, nous, on est devenus entrepreneurs par la force des choses, mais notre but, on est journaliste, donc notre mission, c'est de faire du contenu, c'est d'écrire des choses. Et eux, nous, on était dans un opposé, c'est-à-dire que on s'est dit vite, il faut qu'on ait un endroit où écrire parce que notre mission c'est d'écrire et on n'a absolument pas pensé au reste. Et eux, ils intellectualisaient trop et en gros, ils faisaient des brainstorming 4 fois par semaine. Ils construisaient, ils déconstruisaient, ils recommençaient, ils effaçaient tout et finalement, ils n'y arrivaient pas. Donc voilà, bon, aujourd'hui ils se sont lancés et ça se passe très bien, mais finalement j'ai l'impression qu'aujourd'hui on en est à peu près au même stade tous les deux, alors qu'eux, ils ont mouliné comme ça. Donc nous, l'idée ça a été de se dire, on se lance, et puis advienne que pourra. Et en fait, c'est au bout d'un an en libre service total, avec des journalistes bénévoles, etc., qu'on s'est dit, mine de rien, on a une petite base fan, on a un petit lectorat, donc maintenant, on va faire ce que les gens attendent de nous, c'est-à-dire, parce que ça faisait 100 000 fois qu'on nous posait la question, on a lancé une campagne de financement participatif. Donc on a fait une campagne sur Ulule, on a demandé 15 000 € et en échange d'un don, on avait un abonnement à la version qui allait sortir de 8e étage avec chaque mois 4 grands reportages, un dessin de presse tous les vendredis, des podcasts, etc. Voilà. Et donc ce crowdfunding, on l'a fait en octobre 2015, on a levé 17 000 € et en février 2016, sortait la V2 du 8e étage avec du contenu réservé aux abonnés, etc. Donc on a mis longtemps, en fait, on a préféré partir avec quelque chose qui ressemblait à rien et le faire évoluer au fur et à mesure plutôt que de sortir directement avec quelque chose qu'on avait brainstormé pendant des mois et des mois, parce que l'avantage, c'est que toute cette période où on expérimentait, on était présent sur Internet, on était présent sur les réseaux sociaux, on était dans la tête des gens, et puis ça permettait aussi aux gens de voir, aux lecteurs, de voir le média évoluer. Il y en a plein qui nous ont donné leur avis aussi, qui nous ont dit est-ce que vous ne pourriez pas faire ça aussi? Et du coup, quand on a lancé la V2, enfin quand on a développé la V2, on l'a fait aussi en fonction de ce que les lecteurs nous avaient demandé. Voilà. Bonjour, alors j'ai juste une petite question. Alors je ne connais pas grand chose en médias, mais comme tout le monde, j'imagine, je lis des choses. Et je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas encore une start-up, une boîte ou quoi que ce soit, qui a réussi à faire un espèce de, alors j'aime pas le terme, mais un espèce de Spotify des médias, où en gros je m'abonne pour 20 € et j'ai accès à beaucoup de titres, que ce soit Le Monde, Le Figaro, Libé ou L'Équipe ou je ne sais quoi. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, ça existe. Ça existe. Alors, celui qui connaît l'histoire de cette entreprise mieux que moi me corrigera, mais pour moi, c'est
suédois, je crois, et ça s'appelle Bendel. Que je raconte pas de bêtises, hein, mais je crois que c'est ça. En France, il y a plein de concurrents qui sont en train de se monter, et nous, on est approché à peu près tous les 2 mois par un nouveau concurrent, parce qu'en fait, Bendel n'arrive pas en France. Blendel, merci. Blendel n'arrive pas en France. Et alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai une petite idée. Pourquoi Spotify et Deezer ont marché? Qu'est-ce qui fait qu'on s'abonne à Spotify ou Deezer? C'est le catalogue, c'est le fait qu'il y a tous les artistes mondiaux disponibles. Et donc, la part la plus difficile pour Spotify et Deezer, ça a été de négocier avec les majors. En fait, c'est exactement la même chose avec Blendel. La part la plus difficile, c'est de négocier avec les groupes de presse. Et le problème, c'est que ce soit Le Monde, la Vie, enfin le groupe Le Monde, que ce soit Le Figaro, que ce soit Libération et que ce soit tous les autres, Lagardère Média et tout ça, ils sont encore persuadés qu'ils peuvent se passer d'un outil comme ça parce que ils ont vu aussi ce qui se passait dans le streaming musical, c'est que effectivement ça marche bien et que ça recommence à permettre aux majors de gagner de l'argent, mais pendant les premières années, ça a quand même... la différence de revenus pour une major entre un album écouté sur Spotify et un album acheté à la Fnac, voilà. Et que ce soit Le Monde, Le Figaro, Libé, tous les autres, je pense qu'ils espèrent encore y échapper. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que donc ça existe. C'est juste que les médias sont réfractaires. Donc nous, comme on est un petit média, on est en négociation avec notamment. Mais ouais, effectivement, c'est pas facile parce que ça veut dire que puis c'est pareil. Nous, le but de la startup avec laquelle on discute, eux, leur objectif, c'est effectivement d'approcher les gros. Mais ils nous ont dit c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec eux. Donc voilà. Mais oui, c'est inévitable. Le Blendel qui arrive en France, ça va se faire. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, d'après vous, les médias traditionnels retrouveront un jour une certaine forme d'indépendance qu'ils ont pu avoir, étant donné qu'ils appartiennent tous à des grands groupes et que, comme vous disiez, les journalistes sont parfois en difficulté face aux actionnaires et sont confrontés à des choix qui les dépassent. Donc, est-ce qu'il y a un jour une possibilité que l'indépendance soit de retour? Alors, vous savez, quand il y a eu le grand chamboulage à iTélé, l'une des volontés du syndicat d'iTélé, c'était, de l'association des journalistes, c'était une charte de déontologie qui mettait des vraies barrières et des vrais murs entre la direction financière et la rédaction. Et je pense que c'est un des saluts possibles pour que les médias retrouvent un peu d'indépendance, mais le problème, c'est qu'on sait très bien que quand il y a des mélanges de genres qui se font, quand il y a des conflits d'intérêts qui transparaissent dans les articles, ça se fait jamais au grand jour. C'est le rédacteur en chef qui reçoit un coup de fil ou qui se fait convoquer dans le bureau du directeur de publication qui lui-même, une heure avant, s'est fait convoquer dans le bureau du grand Manitou. Et en fait, c'est comme ça. C'est de la pression, c'est de l'intimidation. Et moi, je sais pas. Je pense que on a des belles initiatives nouveaux médias en France et je pense que surtout l'un des gros soucis des médias tradis qu'on connaît et qu'on lit tous les jours, c'est qu'ils ont des coûts de fonctionnement absolument faramineux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Combien coûte une journée de fonctionnement au Monde ou dans les grands quotidiens, c'est dingue. Et en fait, l'avantage, parce qu'il y a des acquis sociaux, parce qu'il y a des choses qui datent de dizaines et dizaines d'années, mais je pense que l'une des chances des nouveaux médias, c'est notamment de se monter en étant un peu plus... justement, de se monter un peu comme une start-up. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'on n'est pas considéré comme une start-up parce qu'on n'est pas une entreprise à haut potentiel, parce qu'il y a peu de chances que
que dans 2 ou 3 ans, on fasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on soit coté, etc. Mais par contre, notre quotidien, c'est vraiment le quotidien d'une start-up. Donc voilà, en fait, c'est tous les inconvénients sans les avantages. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'indépendance passe forcément par les lecteurs? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Parce qu'en fait, finalement, on peut être aussi dépendant des lecteurs. Alors, moi, j'estime qu'une entreprise de presse, c'est avant tout une entreprise. Et que dans le fonctionnement d'une entreprise, il y a le produit que l'entreprise fabrique et il y a ses clients. Nous, le produit qu'on fabrique, entre guillemets, c'est l'information. Et que l'information, il faut qu'elle soit achetée par le client, et le client, c'est le lecteur. C'est, à mon avis, à partir du moment où on a comme client, où ce n'est pas le client qui paye, que ça commence à être le bazar. Quand on va acheter sa baguette de pain à la boulangerie, on sort la pièce de son portefeuille et puis on achète la baguette de pain. C'est pas le boucher d'à côté qui dit je fais de la publicité, donc je vous achète votre baguette de pain, je la paye et je la donne. Si je peux mettre une affiche sur votre porte, je donne une baguette de pain à votre client. Et c'est pas un industriel qui passe dans le coin aussi, qui dit allez hop, c'est moi qui vous finance votre boulangerie, mais par contre, vous faites du pain comme je veux. Et puis, donc voilà, moi j'estime que on intellectualise énormément, on cherche des solutions tarabiscotées tout le temps pour trouver comment on va faire avec les nouveaux médias, avec les nouvelles manières de consommer l'information. Non, mais avant tout, une entreprise de presse, c'est une entreprise qui a un produit et qui a des clients. Et pour que ce soit sain, faut que ce soit les clients qui payent, quoi. Voilà, il faut arrêter de penser que l'information, c'est gratuit. Parce que l'information, c'est pas gratuit. En tout cas, l'information de qualité. Bon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie vraiment à tous d'être venus. J'espère que ça vous a intéressé. Puis si jamais vous voulez qu'on parle en tête-à-tête, n'hésitez pas, je traînerai dans les environs. Et puis, je vous invite tous à aller faire un tour sur 8e étage. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Et voilà. Et on est hyper réactifs. Si vous avez des questions, on répond dans l'heure, même les jours fériés. Voilà.